représentant à nous trois plus de 3000 entreprises et également de leur concours appréciable à l'investissement extérieur et à l'emploi, notamment, et de la mission qui leur incombe de promouvoir le site Tunisie en second lieu. Ensuite, au vu des récentes évolutions enregistrées au plan politique, économique et social, qui ont rendu nécessaire d'aviser les décideurs politiques, je dois dire que le contexte actuel de crise politique, de marasme économique, de tensions sociales et de périls sécuritaires ont accru chez les entreprises le sentiment d'instabilité et d'inquiétude. Le manque de visibilité qui est en train de s'inscrire dans la durée a amplifié la crainte des opérateurs économiques et des investisseurs étrangers qui perçoivent la Tunisie de plus en plus comme une zone à risque. Les indicateurs disponibles confirment ce sentiment, dans la mesure où l'on enregistre une baisse continue de la productivité des salariés, une plus forte hésitation des donneurs d'ordre qui confient de moins en moins de sous-traitance aux entreprises implantées en Tunisie, une évolution faible des nouveaux investissements extérieurs, un plus grand démarchage auquel nous assistons de plus en plus ces derniers temps, des entreprises installées en Tunisie par des pays concurrents et enfin une absence de communication adéquate à l'étranger propre à dissiper le doute et la peur des investisseurs. Il va sans dire que cette donne risque d'être davantage compliquée par les nouvelles dispositions dans les projets de la loi des finances 2014 et du code d'investissement. Outre les ajustements annoncés dans les prix de l'énergie et les autres intrants, au moment où l'on s'attend le plus à des signaux propres à stimuler l'investissement, à restaurer la confiance et à renforcer la compétitivité des entreprises, les nouvelles dispositions dont l'impact sera présenté respectivement par nos amis les présidents de la Chambre tunuso-italienne et tunuso-allemande soulèvent d'ores et déjà interrogations et craintes légitimes. Nous estimons que certaines dispositions vont à l'encontre de l'objectif stratégique fixé par la Tunisie, consistant à promouvoir l'investissement extérieur, considéré comme facteur déterminant pour la création de richesses et surtout des nouveaux emplois dans un pays où le chômage est devenu endémique, particulièrement parmi les jeunes diplômés. J'aimerais vous remercier, chers journalistes, pour votre présence aujourd'hui à notre conférence de presse et pour l'intérêt que vous portez à l'avenir de la Tunisie comme site d'implantation. Les chambres européennes ont pour but de se mettre au service de ses adhérents en satisfaisant leurs besoins, mais aussi en jouant un rôle moteur dans la promotion des relations économiques tuniso-européennes. En effet, la Chambre tunuso-française de l'industrie et du commerce, la Chambre tunuso-allemande et la Chambre tunuso-italienne souhaitent continuer dans la longue tradition de partenaires fiables de l'économie tunisienne, notamment dans son processus de transition qu'elle a entamé depuis plus de 2 ans. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons la volonté de contribuer à l'intensification de la coopération et des échanges entre la Tunisie et l'Allemagne, la France et la Tunisie et l'Italie, particulièrement durant cette période de mutation, nous devons plus que jamais avoir recours à nos partenaires étrangers. Les 3 chambres présentent un ensemble d'environ 3800 entreprises membres. La Chambre tunuso-française, avec ses 1200 entreprises totalement exportatrices qui emploient plus que 100 000 employés en Tunisie. La Chambre tunuso-allemande, avec ses 150 entreprises totalement exportatrices qui emploient environ 55 000 employés en Tunisie. Et la Chambre tunuso-italienne,
avec ses 100 entreprises totalement exportatrices, employant plus que 20 000 employés, présente des grandes chambres mixtes européennes du pays. Ceux-ci présentent un total de 1450 entreprises étrangères, employant environ 175 000 employés dans les différentes régions du pays. Les changements que la Tunisie subit aujourd'hui, à savoir la nouvelle donne d'insécurité, le manque de la main-d'œuvre, les surcoûts d'une manière générale, l'inflexibilité de la main-d'œuvre en éliminant les services des sociétés d'intérim, le manque des zones industrielles et des zones d'activité économique, l'infrastructure routière qui s'est détériorée depuis la Révolution, l'absence totale de l'amélioration de l'environnement et de la détérioration des lieux de travail. En plus des ruptures de la chaîne de distribution témoignées par les grèves répétitives du port principal de la Tunisie, à savoir de Radès, les grèves des transports en commun, la fermeture des voies routières et la qualité très moyenne du débit de l'Internet sont déjà des facteurs négatifs dans la promotion de la nouvelle Tunisie et qui n'aident pas vraiment à créer l'environnement propice pour la création de la richesse. Si l'on rajoute à ces facteurs des réglementations et des lois non favorables à l'investissement étranger, ceci peut décourager les investisseurs nationaux et étrangers à investir en Tunisie et pousser les investisseurs existants à changer de destination. Suite à un échange de vues sur les évolutions récentes de la situation économique en Tunisie, s'agissant notamment des projets de loi portant promulgation de la loi des finances 2014, du code d'investissement et de l'ajustement des prix de l'énergie. Le cas de Benetton, en direct, ils ont 1000 et en direct, ils ont 14 000. Ça pour donner un peu le volume de la présence italienne en Tunisie. Pour aller directement sur nos préoccupations, on a eu des séances de travail, des réunions pour parler un peu de la situation de l'investissement étranger généralement en Tunisie et des doléances qu'on a reçues des différents opérateurs, que ce soit italiens, allemands ou français. Et à partir de là, on a décidé d'inviter les journalistes pour leur exprimer un peu nos préoccupations par rapport au code d'investissement et par rapport à la loi de finances. La loi de finances, j'ai eu l'occasion déjà d'en parler aux médias sur sa première version qui a changé il y a 2 ou 3 semaines et qui présente des lacunes très très importantes. Aujourd'hui, le pays qui passe par une période vraiment de situation économique très grave où la prolifération de l'économie souterraine, et je vais tout à l'heure insister sur ça parce que la loi de finances réellement, au lieu de chercher de nouvelles bases d'imposition, d'aller vers de nouveaux opérateurs, de nouvelles sociétés pour prélever de l'impôt, surtout sur les forfaitaires et les gens qui font du noir et qui ne déclarent pas, ils ont mis une pression supplémentaire sur les gens qui déclarent leurs bénéfices réellement. Donc d'où la pression qui était de 30%, aujourd'hui elle est de 32,5%. Ça c'est en termes d'impôts directs, à part les autres impôts qui pèseront sur les investisseurs de manière générale. Et lorsqu'on pèse sur l'investisseur tunisien ne va plus investir dans son pays et automatiquement l'étranger ne peut pas venir. Donc aujourd'hui, cette loi de finances, au lieu d'aller chercher une base plus large, elle s'est limitée à imposer encore plus les gens qui déclarent leurs bénéfices normalement. Donc comme je l'ai dit, il y a la prolifération de l'économie souterraine, la détérioration du pouvoir d'achat, le glissement sans précédent du dinar, hausse importante dans l'endettement public, aggravation du déficit du budget de la balance de l'État et la balance de paiement, dégradation successive de la notation souveraine de la Tunisie. Ça c'est un gros problème parce que le fait qu'il y ait cette dégradation de la notation de Moody's et Standard & Poor's, ça engendre les clients des sociétés étrangères. Je ne parle pas des sociétés tunisiennes, je commence par les sociétés étrangères.
Parmi nos invités aujourd'hui, il y a un opérateur qui est allé vers la France, un opérateur italien, pour lui vendre ses produits. Il a dit, OK, c'est bon, le produit il est bon, la qualité, etc. Mais aujourd'hui, la note de la Tunisie, la note souveraine, c'est-à-dire la notation n'est pas bonne. Et à partir de là, nous, on a peur de travailler avec vous, c'est-à-dire en tant que client. Et aussi, on a peur des délais avec vos grèves, avec tout ce qui est logistique. Donc, cette société-là, aujourd'hui, qui est très, très valable techniquement et sur la qualité et le prix, se trouve handicapée par rapport à la situation générale du pays, que ce soit sur le plan sécuritaire et aussi sur le plan notation. Aussi, le dernier point, c'est la baisse considérable de l'investissement. Tous ces points-là font qu'on s'attendait à une loi de finances qui allait répondre d'une manière beaucoup plus courageuse à la situation, même si c'est un gouvernement provisoire, mais ça ne rentre pas dans nos discussions d'aujourd'hui. Mais en tout cas, on s'est dit que la loi de finances va apporter des solutions concrètes et positives, que ce soit pour l'investisseur étranger et aussi pour l'investissement tunisien. Parce que l'investisseur tunisien, s'il n'investit pas, l'étranger ne va pas venir. Et donc, malheureusement, on a constaté cette carence, très forte carence en ce qui concerne des mesures concrètes pour l'expansion de l'économie parallèle. Il n'y a rien eu à ce niveau-là. Dernièrement, il y a eu une interview au directeur général des douanes qui annonce un chiffre auquel je ne crois pas trop, mais je pense que c'est beaucoup plus, de 500 millions de dinars de manque de recettes douanières. Moi, je pense que c'est beaucoup plus que ce chiffre-là. On peut le multiplier par 4. Si on se concentre sur ça, on va avoir des recettes assez importantes pour le pays. Aussi, l'absence de carence, des carences de mesures concrètes permettant de maîtriser le régime forfaitaire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je voudrais aller directement pour parler de la non-reconduction des 10% des 10 ans d'exonération fiscale. Comme vous savez que depuis 1972, la loi 72, après qui a été rectifiée par la loi 93-120, permet aux entreprises qui sont totalement exportatrices de bénéficier de l'exonération fiscale de 10 ans. Cette loi qui, normalement, devrait avoir fin 2008, a été prorogée depuis 2008. Chaque année, on dit qu'on va la reporter à l'année prochaine. Et donc, jusqu'à la loi de finances de l'année dernière minute, on l'a reportée à l'ANC, à l'Assemblée nationale constitutive. Cette année, apparemment, je pense que dans le projet de loi de finances, le ministère des Finances insiste pour ne pas la reconduire. C'est-à-dire qu'à partir de l'année prochaine, toutes les sociétés étrangères, toute société qui va être créée et qui va être totalement exportatrice ne va pas bénéficier de l'exonération fiscale de 10 ans. Et ce point, c'est un point qui est, je ne vais pas dire grave, si je trouve un mot plus fort, vous me dites, pour l'investissement étranger. J'ai entendu le ministre des Finances, lors d'une interview, insister sur le fait qu'il y a quelques années, une étude a été faite par McKinsey, je pense. Et dans cette étude, on a parlé que l'exonération fiscale, l'avantage fiscal, se trouve à la 6e position. Mais ça, il y a 6 ans. Quels sont les autres 5 points? La sécurité. Je pense qu'on vit dans ce pays, on sait quelle image, quelle perception de la Tunisie aujourd'hui sur le plan sécuritaire. Il y a la main-d'œuvre qualifiée à bon prix. Aujourd'hui, la main-d'œuvre n'est pas très efficace. Il y a des gens qui sont valables, on a de bonnes écoles de formation, mais même l'opérateur, même l'employé n'a plus le moral. Donc la rentabilité elle est très faible, à part les grèves, à part les problèmes, etc. Même les gens qui veulent travailler n'ont plus le moral pour travailler. Donc aujourd'hui, la rentabilité même, elle est au plus bas. L'autre point, c'est la logistique. Parmi les points arrêtés par McKinsey, pour dire que ces points-là sont avant le 6e point qui est le côté fiscal. Que monsieur le ministre des Finances a insisté pour dire que ce n'est pas aussi important que ça. Moi je dis, je suis en train de citer ces points pour dire que ce point aujourd'hui il est primordial pour l'investissement direct étranger. Donc la logistique, lorsqu'il y a des bateaux qui ratent pendant 18 jours, ceux qui habitent à Carthage et à la Goulette, ils peuvent voir, les bateaux sont au large, ils ne peuvent pas rentrer au port parce qu'il y a que ce soit il y a des grèves, que ce soit il y a des problèmes de douane, et aussi
il y a un goulot d'étranglement où la logistique du port n'est pas au point. Donc aujourd'hui, cette logistique à laquelle on était fiers certaines années n'est plus aussi performante. Aussi, donc j'ai parlé de l'infrastructure, la main-d'œuvre, la sécurité. Sur tout ça, sur ces points-là, réellement, il ne reste que la proximité qui est restée parmi les 5 points avant, vu qu'on ne peut pas changer il n'y a pas eu de changement géographique, donc c'est le seul point qui est resté parmi les 6 points ou les 5 points évoqués au préalable. Donc aujourd'hui, réellement, le fait de dire que ce point de 10%, de 10 ans d'exonération fiscale n'est pas aussi important, moi je dis que cette étude, oui, elle était peut-être juste à l'époque, et moi je n'étais pas très convaincu, mais aujourd'hui, elle est complètement à oublier, et j'ai trouvé que le fait que le ministre des Finances l'évoque n'avait pas trop de sens à ce niveau-là. Pour aller après, il y a eu des discussions avec la COMEX, qui est la commission qui a rédigé le code d'investissement. Sur l'exonération fiscale, j'insiste et je persiste à parler de ça encore une fois, pour nous dire oui, peut-être on ne va pas. La problématique des investisseurs étrangers, c'est pas le fait de payer 10% d'impôts, c'est pas très important. On va essayer d'imposer 1% du chiffre d'affaires ou un montant du chiffre d'affaires en pourcentage. Et après, je leur ai dit que si vous allez aller sur cette piste-là, les sociétés étrangères vont payer peut-être 5 fois plus que lorsqu'on va imposer les bénéfices à 10%. Donc ce n'est pas une bonne solution. On a parlé du fait que les sociétés aujourd'hui offshore ne veulent pas que l'administration fiscale passe chez eux pour contrôler. Aussi un des problèmes, si on va appliquer ces 10% d'imposition de l'export. Et ils m'ont annoncé comme ça lors d'une réunion qu'ils vont avoir une green administration. C'est-à-dire qu'il y aura une administration qui sera spécialisée des sociétés offshore et qui va contrôler seulement les sociétés offshore. À part que c'est discriminatoire et ça ne se fait pas qu'il y a des Tunisiens qui sont contrôlés par une administration et l'étranger par une autre, mais sur le plan juridique, ça ne pourra jamais passer ça. Mais la préoccupation, lorsqu'il y aura un contrôle fiscal, c'est que nous, les opérateurs tunisiens, on souffre de l'interprétation des lois tunisiennes en termes de fiscalité. Imaginez demain qu'un opérateur multinational étranger, on vient la taxer d'un coup 30 millions de dinars et après, le dit, après vérification et 3 ans de procédure, non, c'est 5 000 dinars. Nous, on sait le système. Avec l'étranger, en 2 minutes, ils ne vont plus rester. Imaginez ça avec un groupe japonais, et on en voit pas mal ces jours-ci en Tunisie. On leur parle de ce genre de système, ils ne vont pas rester. Ça pour dire que les réponses données par les gens de l'administration, par les gens de la COMEX sur les 10% d'imposition qu'ils veulent instaurer, chaque fois qu'on évoque un point, ils nous sortent du chapeau une réponse qui ne tient pas la route réellement, type Green Administration ou les autres points. Donc c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, ce point concernant l'imposition fiscale, des sociétés totalement exportatrices, on insiste énormément, on est proche, je pense, beaucoup plus que ceux qui ont créé cette loi de finances ou insisté ou la COMEX, on est beaucoup proche de l'opérateur, on sait. Aujourd'hui, si on est là, entre autres, pour défendre cet aspect-là. Aujourd'hui, la situation du pays, la conjoncture, on n'a pas d'autre atout. On a un atout fiscal et auquel on doit insister et essayer et le proroger au moins pour une année ou deux, le temps de stabiliser le pays. Parce qu'aujourd'hui, sur plusieurs plans, on n'a plus ces atouts de performance. Parmi les points, c'est que l'Union européenne et l'FMI nous poussent pour appliquer ces 10%. Il ne faut pas que la Tunisie soit blacklistée, etc., au paradis fiscal. Or, pendant des années où il y avait un taux de croissance supérieur à 5 et 6%, où les recettes au niveau de la Banque centrale, où la balance économique, la balance des paiements était meilleure que la situation actuelle, on a pu convaincre les gens de l'FMI et de l'Union européenne. Aujourd'hui, on ne peut pas les convaincre avec cette situation où on a une notation qu'on n'a jamais vue dans ce pays. Donc, les arguments, je répète, les arguments donnés par les gens de l'administration auxquels moi je réponds de cette manière-là, les 10%,
ça sera une erreur grave pour ce pays-là, pour l'emploi d'une manière générale. Je passe au deuxième point sur la requalification de l'export dans le nouveau code d'investissement. Il y a un point qui est la requalification de l'export, c'est-à-dire, à part la logistique et les sous-traitants, tout ce qui travaille avec les sociétés, toute société qui travaille avec les sociétés totalement exportatrices, ça ne va plus être de l'export. Donc demain, un avocat, par exemple, qui travaille généralement avec une société totalement exportatrice et qui lui prépare ses documents, etc., lorsqu'il va facturer la société totalement exportatrice, sa facturation ne va plus être considérée comme de l'export. On dit, l'avocat, c'est pas très important. Mais ça, on a enlevé deux services, ou deux activités, et tout le reste est imposé. Donc, le fait de requalifier ce genre d'opération en opération locale, et c'est plus de l'export, ça va pousser ces entreprises à payer 30% d'impôts, donc ils ne vont plus être compétitifs, donc il y aura moins d'emplois, et ils vont augmenter éventuellement leur prix pour facturer aux entreprises totalement exportatrices. Lorsqu'ils vont augmenter, les entreprises totalement exportatrices vont avoir moins de compétitivité. Donc ce point d'imposition de l'export indirect, c'est-à-dire requalifier l'export indirect pour ne plus être export, ça aussi c'est un point très très grave. Et franchement, je m'attendais à beaucoup plus d'imagination de la part de l'administration pour essayer d'avoir des recettes, mais ça, j'ai trouvé que c'était égal au point de l'imposition du bénéfice export, c'est-à-dire aujourd'hui on décide que des entreprises qui font de l'export indirect, on va les imposer à 30%. C'est une aberration monumentale, franchement, et ça va toucher de plein fouet l'emploi, parce qu'autour des entreprises aujourd'hui, lorsque je vous dis, par exemple, je donnais tout à l'heure, vous m'excusez mes amis, de parler de Benetton. Benetton, ils ont 1000 postes d'emploi directs et 14 000 indirects. Et imaginez les grandes entreprises françaises ou allemandes ou d'autres nationalités où ils ont un noyau dur de 1000 ou 2000 personnes et tout autour, il y a combien d'activités connexes? Ces gens-là, on va leur diminuer un tiers de leurs revenus. Ils sont habitués à travailler d'une manière. Donc, ils ont préparé leur business plan, leur recrutement. Tout a été préparé, élaboré d'une manière. On vient de requalifier ce genre d'export indirect. Donc, c'est des postes d'emploi en point, c'est des prix plus élevés qui vont être facturés aux sociétés totalement exportatrices, etc. Donc, ça aussi, c'est un point que je trouve qu'il faut réellement penser à le modifier. Pratiquement, je reprends la parole pour continuer et vous donner un aperçu sur le code des investissements qui est très important aussi. Notre étude au code d'investissement actuel a engendré quelques inquiétudes et questions. Vu la concurrence mondiale et vu les circonstances actuelles de la Tunisie, le code doit se distinguer et montrer des mesures plutôt innovatrices pour encourager les investissements locaux et étrangers. Le nouveau code doit préserver des acquis, affirmer les bonnes conditions de ceux qui sont déjà en Tunisie et en deuxième lieu, attirer des nouveaux investisseurs. Nous constatons tout d'abord que le code continue à exclure de son champ d'application des secteurs considérés stratégiques tels que les services financiers, réseaux de télécommunications et commerces de distribution. Ensuite, nous constatons aussi que les investissements étrangers majoritaires dans certaines activités de services, autres qu'offshore, restent soumis à autorisation de l'instance nationale des investissements et convient de rappeler que le système actuel d'approbation des investissements à majorité étrangère dans la plupart des secteurs de services est lourd et ces critères de délai ne sont pas toujours prévisibles. Ainsi, le Code devrait amener à la simplification des textes et des procédures existantes. Néanmoins, un nombre important de questions techniques n'étaient pas traitées dans le cadre de Code pour être relayées dans ces décrets d'application. C'est-à-dire, si le Code entrera en vigueur comme annoncé en janvier 2014 et que les décrets d'application ne seront pas adoptés en même temps
cela contribuera à un manque de visibilité et les investisseurs auront à subir les procédures floues. En plus, le fait que les investissements soient libres, mais en conformité avec les législations et réglementations spéciales, risque d'exclure dans la pratique de nouveaux secteurs, sans pour autant les préciser, rendant difficile à appréhender la lisibilité des secteurs ouverts à l'investissement étranger. À ajouter à cela, le code projet du code d'incitation à l'investissement n'encourage pas l'investissement vert. Nous constatons qu'il n'y a aucune visibilité par rapport à certaines activités, par exemple les activités de lutte contre la pollution et la protection de l'environnement, la promotion de la technologie verte et la recherche de développement dans ce domaine. Un autre point important, c'est la réglementation de change continuera à exercer un impact très restrictif sur les investissements étrangers et ne sera pas affectée dans le nouveau code, ce qui implique que les sociétés exportatrices non résidentes auront à subir des procédures floues à ce sujet. Ensuite, nous constatons que le volet sociétal n'est pas bien développé dans ce nouveau code. Le législateur n'évoque pas, par exemple, la question de la protection de l'investisseur des réseaux informels, les régimes forfaitaires, les accords bilatéraux donnant des privilèges douaniers aux produits fabriqués dans les pays avec lesquels nous avons des accords sans protéger les investisseurs dans les intrants des produits manufacturés en Tunisie. Pour cette raison, nous proposons que tout produit payant un minimum de droits de douane à travers ces accords, ces intrants doivent payer des droits de douane en dessous de ces derniers pourvu que la valeur ajoutée tunisienne doit dépasser un seuil fixé par le législateur et le représentant des secteurs. Un autre sujet très important est que nous constatons qu'à travers ce code, dans sa version actuelle, la Tunisie ne se montre pas prête à accueillir ses ressources et des talents étrangers. Le quota du personnel étranger d'encadrement est ramené de 4 à 6 personnes aussi pour les sociétés offshore. Par ailleurs, le projet de code prévoit que le nouveau Conseil supérieur de l'investissement sera un organisme interministériel à vocation stratégique et que, de l'autre, la nouvelle instance nationale d'investissement qui remplacera l'actuelle commission supérieure pour l'investissement s'occupera des aspects techniques et pratiques. Nous apprécions le fait que le Conseil supérieur d'investissement, qui devra jouer un rôle dans la définition des stratégies, regroupera à l'avenir aussi bien les représentants du secteur public que du secteur privé, ce qui permettra une certaine orientation en matière de politique d'investissement. De plus, étant donné que l'instance nationale d'investissement serait l'interlocuteur unique pour l'investisseur, il y a le risque que cette dernière ne soit pas assez efficace vu la grande charge de dossiers que cette instance aurait, surtout que cette dernière sera chargée de suivi des dossiers chez les différentes administrations concernées comme l'API, l'AFIPA et les ministères, etc. Pour finir avec le code d'investissement, nous ne voyons pas, à travers ce projet de code, les valeurs nous permettant de l'adopter en sa globalité. Pour cette raison, nous proposons de reporter l'approbation de code à une date ultérieure. En attendant, quelques mesures pourraient être prises pour rectifier le code actuel pour permettre aux investisseurs tunisiens et étrangers de sentir que nous nous orientons vers la bonne direction.
Un autre point qui est d'une énorme importance dans le contexte actuel est l'ajustement des prix de l'énergie. L'augmentation des prix de l'énergie en Tunisie implique bien évidemment une augmentation des coûts de production en général. Étant donné que ce point a une énorme influence sur la promotion de l'investissement étranger et la compétitivité de la Tunisie pour les investisseurs potentiels européens. Nous voudrions exprimer nos inquiétudes à cet égard afin d'inciter les responsables concernés à réviser cette décision. Bien entendu, des changements au niveau des codes d'énergie devront être conçus d'une manière stratégique et avec un processus bien défini qui permet aux entreprises de se préparer et de s'adapter et prévoir cette augmentation des coûts d'énergie sans leur planification stratégique dans les prochaines années. Une telle décision pourrait servir à déstabiliser la confiance des investisseurs étrangers et les amener à s'inquiéter pour leur avenir en Tunisie. Surtout que les décisions ont été prises d'une manière très vite et sans prendre en compte les différentes conditions au sein des entreprises. L'objectif des chambres tuniso-européennes est de continuer à offrir des conditions d'implantation attractives aux entreprises étrangères déjà présentes et aux nouveaux investisseurs, afin de créer ainsi les bases d'un élargissement des engagements des entreprises allemandes et européennes en Tunisie. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Pour vos questions auxquelles nous accordons un grand intérêt, nous sommes maintenant à votre disposition. Les présidents, les secrétaires généraux, quelques investisseurs étrangers sont présents entre nous.